et bienvenue sur Sauce Digital, le podcast qui part à la rencontre des experts et des expertes du digital, de la Caraïbe and beyond. Moi, c'est Nala, contente de te retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur le thème de la création de contenu. Après avoir parlé contenu touristique avec Orlan et Célian, je vous propose aujourd'hui de découvrir Candice, étudiante à l'Université des Antilles-Guyane et fondatrice de Mango Fanzine. Fanzine. On dit les deux. On dit les deux. J'aime bien fanzine. Ça fait... Enfin, je sais pas, je trouve que... Enfin, j'aime bien, en fait, les anglicismes qu'on s'approprie en France. Je trouve que c'est trop fort, tu vois. Mais bon, tu me diras, les anglophones ont la même chose avec les rendezvous. Mais bon, bref. Est-ce que tu peux te présenter et parler de ton parcours ? Alors, moi, c'est Candice Zogomvoa, donc je donne le nom complet. Comme tu l'as dit, je suis étudiante à l'Université des Antilles, donc actuellement dans une licence en arts et lettres caribéennes. Précédemment, avant ça, du coup, j'ai été en graphisme, j'ai été en design de l'environnement, j'ai été en action culturelle et c'est suite à ça que je suis rentrée en Guadeloupe. Donc, je précise que c'est des formations que j'ai pas forcément terminées, mais dont je me suis beaucoup nourrie et qui sont à l'origine du coup de ma nouvelle ambition professionnelle, qui est de devenir journaliste culturelle. Ok, très clair. Bah écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur le type de contenu que tu partages ? Alors, s'il fallait que je décrive mon type de contenu, je dirais que c'est un contenu qui est poétique, qui est politique, qui est textuel, qui est visuel, qui est un peu un méli-mélo de plein de choses qui m'inspirent, qui m'influencent. Il y a de la vidéo, il y a de l'audio, il y a de l'écrit. En vrai, c'est assez vaste. Ok, ça marche. Et du coup, si tu devrais décrire ta vision de la création de contenu ? Alors, ma vision de la création de contenu, en tout cas, moi, comment je l'articule via mon profil, je dirais que elle est plutôt intuitive, en fait. C'est-à-dire que je m'imprègne de sujets, de choses qui me parlent. En fait, c'est ça, je crée à partir de ce qui m'appelle. Donc, je suis pas du tout dans une... Je suis pas du tout dans une démarche où je cherche à faire des vues ou je m'adapte aux algorithmes comme je vois d'autres personnes faire. C'est plutôt intuitif. En fait, j'ai un peu une démarche, en fait, comme si je faisais des œuvres d'art en quelque sorte. Donc, à des moments, je prends des pauses, à des moments, je reprends. Voilà. Ok, ouais, donc c'est vraiment la création de contenu selon toi. Exact. Avec le temps dont tu disposes et de façon organique, je dirais. Exactement. Ok. Ça marche. Bah, du coup, quels éléments de ta personnalité ou de ton expérience se reflètent dans ton contenu ? Alors déjà, mon contenu, il est mouvant. C'est-à-dire que il évolue en même temps que moi, j'évolue en tant qu'individu. Donc, en termes d'expérience ou de personnalité, je dirais qu'il y a tout ce qui est un peu recherche identitaire. Ouais. Donc, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, même si je pense que ces dernières années, je commence un tout petit peu à arriver au bout. Du moins, j'arrive à m'y retrouver. Ça commence à être plus ou moins clair pour moi, en tout cas en cohérence. Forcément, du coup, si je parle d'identité, c'est par des différents prismes, du coup, de ce que je suis. Donc, en tant que femme, en tant que caribéenne, en tant qu'africaine, en tant que... Enfin, tout ce qui fait de moi ce que je suis. Personnalité, je dirais aussi peut-être l'engagement, parce que je suis quelqu'un qui... En fait, quand je crois en quelque chose, quand j'ai mes convictions, je vais jusqu'au bout et je fais en sorte que mes actions, même ce que je dis, ma manière de me comporter, soit en accord avec cela. Donc voilà. Ok, très clair. Non, mais c'est vrai, en vrai, c'est tout ce que... Comment dire ? En soi, quand on se lance dans la création de contenu, pour moi, c'est déjà un peu parler des pièges et tout. Le fait de tomber, de réfléchir que par rapport à l'algorithme, au nombre de vues, puisque... Exact. Ok, certes, on n'a pas envie de le faire, mais quand on fait quelque chose, on a envie que ce soit vu, on a envie que les gens participent, on a envie qu'ils interagissent. Et du coup, ça peut être facile de tomber dedans. Et je trouve qu'au final, tout passe par être en accord avec sa ligne éditoriale, en fait. Savoir ce qu'on veut faire, comment on a envie de le montrer, de quoi on a envie de parler. Et du coup, ce que j'ai bien aimé dans ce que tu as dit, c'est le fait que tu aies pris ton temps. Au début, c'était la somme des expériences que tu étais en train de vivre. Et ça t'a amené vers
une identité de marque, en fait, enfin, une identité personnelle qui est plus cohérente, plus claire et qui s'est formée naturellement au final. En fait, c'est exactement ça. J'ai l'impression que le piège, un peu, c'est comme tu dis, de tomber dans cette idée. Au final, qui pour moi est une pulsion qui c'est pour pousser les autres à consommer son contenu. Donc je pense que d'un moment on tombe en fait dans cette configuration, on s'éloigne aussi de ce qu'on est puisque on ne fait plus par rapport à ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer, on fait du coup pour plaire aux autres et du coup en tout cas, selon ma vision des choses, c'est que plus tu partages ce que tu es avec les autres, plus tu leur laisses l'occasion d'être ce qu'ils sont. Donc je fais, en tout cas moi quand je crée, je fais en fonction de ça sans l'oublier vraiment. J'aurais pas dit mieux. Quand est-ce que tu as décidé du coup d'aller au-delà du partage de contenu sur Instagram et donc de lancer ton fanzine? Alors, du coup, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, si tu peux expliquer ce qu'est un fanzine. D'accord. Alors, déjà le fanzine, je l'ai créé après avoir fait 1 an hors des réseaux sociaux. C'est-à-dire que mon compte... J'ai désactivé mon compte Instagram pendant 1 an et ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie. Et partir pour mieux revenir. Exactement, puisque là, bon, je suis revenue dessus, mais bon, j'ai repris un peu mes mauvaises habitudes, je regarde des stories, je flâne, machin. Bon, bref. C'est pour ça. Mais voilà, les 1 an sans, ça a été vraiment une manière de reconnecter à la vie, aussi de reconnecter à mes autres passions, hors ça. Et du coup, quand je suis revenue sur les réseaux sociaux, j'ai voulu garder en quelque sorte ma liberté de pouvoir créer sans justement faire en fonction des algorithmes, faire en fonction des vues ou autre chose. Donc, j'ai voulu faire quelque chose qui était hors d'Instagram. Puisque, bon, en vrai, moi, je suis active essentiellement sur Instagram. Par exemple, je n'ai pas Twitter. J'ai un compte Facebook, mais c'est plus un compte personnel où je me connecte 1 fois l'année. Enfin, pourquoi ce choix d'Instagram? Je pense que c'est celui... peut-être c'est le réseau social qui me correspond le plus, en quelque sorte. Puisque, de base, c'est un réseau social qui est plus visuel. Donc moi, j'ai toujours eu un peu un profil artistique. Donc voilà, il me permet de faire plusieurs choses, mais il me permet aussi d'intégrer du texte. Donc certes, pas du long texte. La valorisation du texte est quand exactement. même... c'est quand même pris en compte. Quand on pense à TikTok, bon, même Twitter par rapport à la limite de caractère, c'est quand même pas ouf. Et je trouve que là, en fait, sur Insta, que ce soit du texte ou de l'image, t'as la possibilité de mettre les deux en valeur de la même façon. Exactement, c'est celui qui laisse, en tout cas selon moi pour l'instant, le plus de liberté. Donc voilà, quand je suis arrivée, bon, même s'il laisse de la liberté, voilà, il est restrictif, d'où la raison pour laquelle j'ai fait un fanzine hors d'Instagram. Donc le lien pour y accéder est sur Instagram et pour y accéder au complet, bon voilà, faut en sortir. Et aussi. Donc c'était par rapport aux possibilités techniques d'Instagram que tu as décidé de lancer ton fanzine en dehors de la plateforme? Parce que du coup, j'avais fait 1 an sans y être. Aussi, Voilà, donc j'avais envie de m'en détacher, de garder la liberté, parce que aussi c'est la philosophie du fanzine, c'est du coup une œuvre auto-publiée qui permet aux communautés marginalisées, donc là je dis vraiment la définition, enfin ce qu'il représente, qui permet du coup aux communautés marginalisées du coup de s'exprimer et d'avoir un canal en fait de diffusion. Et le canal de diffusion en général, bon c'est pas, il y a pas d'édition éditoriale, on peut faire ce qu'on veut. Donc c'était vraiment le choix de la liberté en quelque sorte. Donc là, normalement un fanzine c'est plutôt un format imprimé. Là du coup ce serait plutôt on pourrait dire que ce que j'ai fait est plutôt un webzine. Donc c'est un format numérique en quelque sorte. Ok. Mais avec la même ambition. Oui, mais qui t'appartient aussi. Exact. Parce qu'on ne sait pas ce que va devenir Instagram. Donc c'est bien beau de mettre ses contenus dessus et de bâtir une communauté. Mais c'est pas chez toi Instagram. Je dis ça. Enfin, je le dis parce que je l'ai déjà dit dans la première saison dans un autre épisode où on parlait de l'utilité d'avoir un site internet ou une autre plateforme en fait qui nous appartient. Parce qu'en fait on sait pas ce que va devenir les réseaux sociaux. Et du coup en tout cas si ce qu'on veut faire c'est continuer de garder ce lien avec sa communauté et d'interagir avec, faut penser à les emmener, à ce qu'ils puissent te retrouver ailleurs. Surtout qu'avec Instagram, surtout ces dernières années, on est extrêmement censuré qu'on aborde certains sujets. Et en plus, le contenu du zine que j'ai créé, en gros, il aborde quand même les questions de féminisme, d'anticolonialité, enfin des sujets qui plaisent pas forcément, qui peuvent être censurés. Justement, à propos de sujets qui peuvent être censurés,
J'aimerais qu'on parle de la première vidéo. Le back it up est un acte politique, puisque, enfin, perso, je pense que c'est la première fois, en tout cas, que j'ai eu l'occasion de voir l'étendue de tes compétences, puisqu'il y avait du montage, il y avait de la documentation, de la recherche d'informations, et en même temps, enfin, c'était un contenu qui était très attractif. Et du coup, il a été partagé le 19 avril 2020, en plein confinement, je crois. Exact. Aujourd'hui, il cumule plus de 30 000 vues. Et il me semble qu'à l'époque, c'était un IGTV. Exact. Ouais. Parce qu'à cette époque-là, il me semble que les réels étaient limités à 30 secondes. Donc, c'était un IGTV. Exact, on pouvait aller à 10 minutes et il me semble même un moment au-delà, mais ils l'ont restreint un peu après. Oui, c'était un peu le concept d'avoir la télé sur Instagram. Exact. Je sais pas trop ce qui est devenu cette feature depuis. Mais comment t'es venue, en fait, l'idée non seulement de parler de ce sujet, puisque du coup, c'était aussi post-George Floyd. Donc, pourquoi parler de ce sujet et pourquoi avec le format vidéo alors qu'avant ça, a priori, tu nous avais jamais fait du face cam, en fait. De ouf. De ouf, je peux comprendre que c'était inattendu, surtout que, en fait, c'est la vidéo où, en quelque sorte, j'ai gagné au moins plus de 1000 abonnés. C'était comment ? En vrai, c'était effrayant. C'est pour ça que t'es partie ? Le pire, c'est que je suis partie juste après. Mais des trucs géniaux, après, elle nous a laissé là. Bon, j'en ai quand même sorti 2 sous-parties après. Oui. Et je suis partie. Oui. Mais, ouais, c'était effrayant d'un seul coup, en fait, d'être exposée parce que, du coup, le contenu en lui-même de la vidéo, vu que tu m'as demandé comment ça m'est venu, bon, comme tu as dit, c'était la période de confinement, c'était la période aussi où les mouvements raciaux, si je peux appeler ça comme ça, il se passait beaucoup de choses, dont l'assassinat de George Floyd, etc. Donc c'était une période tendue, politiquement parlant. Et en vrai, comme je disais tout à l'heure, c'était instinctif. Genre, c'était l'accumulation d'idées, de petits questionnements qui flottaient depuis un moment que j'ai juste rassemblés et amenés du coup dans une vidéo. Et voilà, c'était un peu à l'intersection de sujets qui me passionnaient, donc tout ce qui était du coup identité caribéenne, femmes. Il y avait aussi, j'ai parlé un petit peu de spiritualité dedans. Oui. J'ai parlé de plein de choses. Vraiment, c'est venu instinctivement et c'est pas quelque chose qui a été forcément réfléchi. C'est venu sur le moment et juste, j'ai fait. J'ai pris, j'ai fait. Est-ce que tu dirais que ça correspond à ton processus créatif ? Processus créatif, oui, en vrai. Ouais. C'est un peu comme une sorte, c'est comme si je fais un brainstorm. C'est ça. À un moment donné, quand il y a trop d'idées, je fais un brainstorm pour faire le point, le clair. Et après, je divise en sous-parties et je développe. Et c'est exactement ce que j'ai appliqué pour la vidéo et que j'ai également appliqué sur les autres choses que j'ai faites, comme le fanzine. Quand même, ce sont des choses qui sont structurées. Ouais. Donc il y a ce côté où au final, tu te laisses ta créativité s'exprimer, tes recherches, ton cerveau aller exactement. Là où il va. Et ensuite, tu prends du coup toutes ces infos, tu les classes et tu décides d'en faire un contenu ou pas. Exact. Je fais j'applique un peu, c'est un peu scolaire, mais j'applique un peu le processus de dissertation. Genre, je prends des petites idées, je structure et voilà, je fais mes petites parties. A priori, ça marche. Hein. Et donc, ça marche. Ouais. Cool. Alors, du coup, ça, c'est plus pour les personnes qui nous écoutent et qui potentiellement aimeraient se lancer dans la création de contenu ou en tout cas prendre la parole sur leurs convictions sur Instagram. Quels sont les pièges à éviter quand on se lance dans la création de contenu ? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je vais le répéter une seconde fois. Les pièges dans lesquels ne pas tomber, c'est vraiment vouloir créer pour plaire ou vouloir créer pour faire du like, pour faire des vues. Pour moi, en fait, il n'y a pas pire erreur. Pour moi, ce que chaque être humain a de meilleur à donner, c'est lui-même. Et c'est quand on se laissera la place pour être soi-même qu'on laissera aux autres la place d'être eux-mêmes en retour. Et vraiment, on en a besoin. J'adore. Est-ce que en soi... J'allais te demander si tu pouvais partager des moments difficiles que tu as surmontés, mais je pense que ton absence, c'était en partie ça. Enfin, tu t'es donné l'autorisation, entre guillemets, de partir, mais du coup, ça n'a pas dû être facile à gérer, de dire j'ai fait tout ça et je le laisse parce que là, il faut que je me recentre. Je suis partie parce que, en fait,
le fait d'avoir fait une vidéo qui, en plus, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle atteigne autant de personnes, et que après, ben, du coup, les gens en demandent plus. En fait, tu fais quelque chose et les gens attendent quelque chose de toi. Ouais. Puis aussi, ils ont une image de toi. Après, je rencontrais des gens qui se faisaient des idées par rapport à ma personne, qui s'attendaient à voir quelqu'un d'engagé. Quand ils voyaient que j'étais juste humaine, bah, du coup, ça les intéressait moins. Ça redescendait. C'est dur. C'est un peu, ouais, c'était un peu, oppressant. Et aussi parce que, en fait, le fait d'avoir fait une vidéo qui soulevait autant de sujets, j'avais beaucoup de gens aussi en message privé et en commentaire, du coup, qui parfois venaient me demander des questions par rapport au sujet que j'ai abordé, des sources, des gens qui voulaient discuter, débattre, des commentaires plus violents, des commentaires moins violents. Et en fait, ça faisait trop à gérer pour moi d'un seul coup. Et après, j'avais cette pression de, oh mon Dieu, maintenant je suis créatrice de contenu, il va falloir que je crée, les gens attendent ça de moi. Et arrivé à un moment, en fait, tu es un peu... t'arrives comme un surplus. C'est comme si tu vois que du coup plus rien n'arrive à sortir. Vu que je fonctionne de manière instinctive, c'est comme si là je veux me forcer à créer, donc évidemment rien ne sort. Donc en fait j'ai juste préféré partir parce que c'était trop pour moi à supporter, et voilà. Je pense que c'est très intéressant ce que tu dis, et même le paradoxe au final de, comment dire, la créativité rémunérée entre guillemets, où ton travail implique de la créativité, ou pour toi c'est une source de revenus, et du coup dans la question du travail, il y a la notion de régularité, de pouvoir faire quelque chose de standard, de répétitif, et c'est comme ça que du coup l'argent tombe régulièrement. Sauf qu'au final, ta créativité, c'est vraiment quelque chose d'instinctif que tu ne contrôles pas. Et donc du coup, c'est très 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 compliqué. Et je t'en parle parce que moi, ça m'est arrivé. Pour le coup, moi, le contenu que je crée est directement en rapport avec mon business. Donc, étant une personne créative, j'injecte de la créativité dedans, mais j'ai énormément de pression par rapport à cette notion de régularité et de production, puisque en fait, mon métier en soi, c'est de faire du consulting, donc de conseiller les entrepreneurs et les personnes sur le marketing. Et donc du coup, je fais du contenu dessus. Quand je fais pas de contenu, j'ai pas de clients, mais j'en ai moins. Donc forcément, ça joue sur ma vision du contenu. Et moi aussi, j'ai fait mon... Je suis pas partie 1 an, je suis partie 4 mois. Mais en fait, c'était trop. C'était trop. En fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? Ça va où ? Ça apporte vraiment une valeur ajoutée aux gens ou pas ? Je sais pas. Je m'en vais, en fait. Et je me suis réfugiée dans le podcast, qui, pour moi, est un peu ce truc où je mets d'autres personnes en avant. Et ça, c'est un truc que je pense que je serais jamais fatiguée de faire. Donc, je retrouve du réconfort dedans. Mais il me fallait cette période où je m'en éloigne. Et je me dis de plus en plus que pour survivre sur les réseaux sociaux, et surtout Instagram, en fait, ça doit être intégré que tu vas disparaître pendant une période non déterminée et que tu vas revenir après et que ça sera encore mieux. Et c'est comme ça. Parce qu'en fait, on peut pas être sur ce truc H24. C'est toxique, en fait. Et ça bouffe la vie et ça déconnecte du quotidien. Exactement. Et... tu vois, même ce dont tu parles au final, ce contenu, tu l'as fait pour générer ces réactions, pour échanger avec les gens. Mais c'est pas pareil quand il y a tout le monde qui vient te demander des sources, et des comptes, et de t'expliquer. Et ce que t'as dit là. Et t'avais une faute à la seconde 31. Non, mais je te jure, c'est exactement ça. Et puis, en fait, c'est ça. Moi, ce que je partage, c'est aussi le cheminement de mes propres évolutions intérieures. Et en fait... le truc, c'est que quand, par exemple, quelqu'un va venir t'attaquer en commentaire, la personne, tu vois, elle se dit, bon, elle vient juste donner son avis, mais c'est toi qu'elle attaque indirectement. Tu vois ? Donc, bon, j'ai essayé de faire, j'ai un ami qui dit ça, de faire la feuille de Madère, donc de laisser glisser. Donc, j'ai essayé d'appliquer ça, mais à des moments, c'est difficile quand même. Quand c'est des attaques personnelles, la feuille de Madère, elle est pas trop possible. Non, mais c'est vrai. Je me dis... Non, mais parce qu'en plus, t'as touché à un truc qui touche à ton identité. Donc, même quand on parle, avec de la distance, tu parles comme de toi, tu vois. Exactement. Donc, voilà, c'est... Ouais. Donc, on a déjà parlé, du coup, de comment est-ce que tu gérais ces périodes de manque d'inspiration et de motivation. Donc, je vais pas te reposer la question. Mais, du coup, on va passer à ton audience, tes inspi. Quelles sont les sources d'inspiration qui te guident dans le choix de tes thèmes ? Comme je disais, c'est instinctif. Et ça part de moi, donc vraiment je suis... Après bon, c'est parce qu'aussi je suis d'autres personnes, je suis d'autres contenus, et en général c'est beaucoup de choses qui tournent autour du féminisme, de l'afroféminisme, en ce moment un peu d'écoféminisme, autour du coup de spiritualité, autour de tout ce qui est identité caribéenne. Donc en ce moment là je suis en plein questionnement sur comment
comment identifier mon identité, quels mots donner, s'il faut y donner. Genre, du coup, je regarde ce qui se passe en termes de créolité, mais il y a plein de gens qui rejettent la créolité, donc je vais voir ailleurs. Là, vraiment, c'est... Enfin, en vrai, voilà, ce qui m'inspire, c'est vraiment les choses auxquelles je suis à l'intersection, puisque j'ai besoin de produire des choses, du coup, qui sont en cohérence avec moi. Voilà. Ok. Est-ce que, du coup, dans les contenus que tu produis, tu prends en compte les retours de ton audience pour améliorer le contenu ou t'en es pas là? Non. Des fois, du moins, il y a des gens qui échangent avec moi. J'écoute quand même les personnes qui sont proches, qui sont dans mes cercles, voilà. Mais hormis ça, voilà. Mais je ne considère pas que j'ai une audience. Pour moi, c'est un réseau social, c'est avant tout pour faire des connexions. Tous les gens qui sont là, qui me suivent, c'est des connexions, mais je ne sais pas si je peux les appeler audience. Mais puisque... si, te regarde. Bon. Tu es là et te regardes. C'est pas ça une audience, là. Non, mais parce que c'est comme mais si pour moi, quand il y avait des gens qui étaient là en mode... Non, en fait, c'est ça, mais cette image me dérange parce que c'est pas du tout comme ça que je vois la chose. Au contraire, moi, sur un podium, je suis intimidée et je suis pas forcément en capacité de parler, en fait. Donc, je le vois pas vraiment comme ça. Je le vois comme un partage, en fait. Mais tu donnes quoi? Rien, c'est vrai. Voilà. Dis-moi des commentaires et des oui, t'as fait une faute à 1 minute. Bon, après, franchement, ça t'appartient. Moi, je comprends tout à fait. Il n'y a pas de souci. Du coup, Storytime, quelle est ta meilleure ou ta pire anecdote depuis que tu as commencé à partager du contenu publiquement? Waouh. Ok. Ma meilleure ou ma pire anecdote? Comme on est en train d'enregistrer cet épisode actuellement en Guadeloupe, j'ai parlé du coup du contexte insulaire. Et en fait, il faut savoir que ma mère n'a pas de réseaux sociaux. Donc ma mère sait que je suis sur les réseaux sociaux, mais elle ne sait pas ce que je fais sur les réseaux sociaux. Et elle ne sait pas quel thème j'aborde sur les réseaux sociaux. Sauf que va venir la douille. Quand je suis rentrée en Guadeloupe, puisque précédemment j'habitais à Montréal, je rentre et ma mère me dit alors tes vidéos, tout ça, est-ce que tu penses s'en sortir de nouvelles? Et je suis étonnée parce que je me dis mais ma mère n'a pas les réseaux sociaux, comment elle est au courant? Et en fait, à chaque fois que personne ne lui a envoyé sur WhatsApp, elle n'a pas vu les vidéos. Elle a rencontré des gens qui lui en ont parlé, c'est-à-dire elle a rencontré des élèves à elle a rencontré des parents d'élèves, elle a rencontré des personnes de la famille qui au fur et à mesure lui ont donné des petites informations de choses qu'ils ont vu passer ou qu'ils ont entendues. Et du coup, elle s'est fait une idée globale de ce que c'est. Donc, elle voit à peu près, mais elle n'a toujours pas vu. Puis, comme je dis pas mon vrai nom, du coup, je sais qu'elle a essayé, mais qu'elle m'a jamais retrouvée encore sur les réseaux. Mais je dirais que c'est une anecdote assez drôle qu'elle soit au courant alors qu'elle est même pas sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est quand même tellement ça va vite. Relation insulaire à son paroxysme, quoi. Exactement. Tu pensais tranquille au Canada, tu pensais que t'allais rentrer incognito, mais en fait la news avait déjà tourné en Guadeloupe depuis longtemps. Elle est au courant que j'ai fait une vidéo qui a fait 30 000 vues, mais jusqu'à présent du coup elle sait pas c'est quoi le contenu, elle sait pas que je twerk dedans en personne, elle sait pas tout ça. Ok, écoute, j'espère qu'elle écoutera cet épisode. Peut-être. Oui, voilà. Et en soi, pas besoin de voir cette vidéo pour en comprendre en tout cas la valeur. Ce que j'ai bien aimé, c'est que en soi, t'as dit les termes, t'es allé dans le détail, mais c'était ni infantilisant ni insultant. Mais en même temps, c'était accessible aux personnes non noires, en fait. Et du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment un contenu éducatif, tu vois, mais qui était empreint de ta vision des choses, tes convictions, et c'était hyper cool à découvrir aussi. Donc voilà, moi c'est ce que je dirais sur ce contenu à quelqu'un qui ne l'a jamais vu. Je suis super contente d'avoir ce retour puisque comme j'ai pas lu forcément tous les commentaires, là j'en ai un à chaud puis ça me fait plaisir en vrai. Nice. Alors prochaine question, du coup donc bon tu l'as pas dit mais je le sais, tu vivais en Martinique, tu es en Guadeloupe, là tu pars vers la Barbade. Comment les compétences du digital vont évoluer dans la Caraïbe selon toi? Tu as dû voir plein de trucs différents. Comment ils vont évoluer comment ces compétences vont évoluer? Alors, je te donne un peu plus de détails sur le contexte de la question. Okay. En fait, quand je suis rentrée, il y avait toujours cette notion de aux Antilles, on est en retard. On est en retard, sur le digital, sur le truc. En France, ils en sont à comment exploiter cette compétence au max. Nous, on en est à comprendre la différence entre un community manager, un web designer et un rédacteur web. Donc, on est en retard. Et en fait, c'est un argument qui, pour moi, est limite colonial. Parce que, en fait, notre insularité fait que la pratique du digital aux Antilles, elle est différente. Ne serait-ce que WhatsApp.
Qui en France s'est envoyé un audio sur WhatsApp? Tu envoies des audios en France, personne te comprend. Ils sont là en mode, ah bon, ça existe? Je savais même pas, tu vois. Alors que c'est quand même une fonctionnalité de base de WhatsApp, limite depuis le début, tu vois. Exact. Que les Antillais te maîtrisent au volant, en cuisinant, en regardant la télé. On reçoit tous des audios et c'est grave un symbole de WhatsApp aux Antillais. Donc, quand il s'agit de maîtriser un outil et d'en comprendre les fonctionnalités, les Antillais et Antillaises sont capables. Donc, ce n'est pas une question de retard. Pour moi, c'est une question de besoin. Est-ce que sur une île, on a vraiment besoin d'avoir des automatisations hyper abouties, des sites e-commerce, alors que tout le monde a une adresse du style le Grand Pied-Bois à côté de la boîte aux lettres bleue, tu vois? Voilà, c'est aussi une question de contexte. Et donc, pour moi, l'évolution du digital dans la Caraïbe, elle est particulière. Et du coup, vu que en soi, c'est une industrie dans laquelle tu as plus ou moins évolué, puisque je sais que tu as fait du community management aussi, comment est-ce que toi, tu perçois cette différence et surtout, comment tu perçois l'évolution de ces métiers? Bon, alors j'ai fait un peu de community management, mais je considère pas du tout que je suis experte dedans. Je considère même que j'ai encore un peu un niveau débutant dans la chose. Mais je dirais que en vue de tout ce que tu as énuméré, en fait, ce serait plutôt une question d'adaptation. Peut-être aussi que ce que les gens considèrent comme en retard, c'est juste que, comme tu as dit, les besoins qu'il y a ailleurs sont pas forcément les nôtres et les outils dont on a besoin, nous, pour partager, pour communiquer aux autres, sont pas... on les utilisera pas de la même manière, en fait. Donc, alors, je sais pas vraiment comment appréhender la question. C'est pour ça que je peux pas forcément développer plus. Mais moi, je pense que c'est plutôt une question de utiliser des choses qui sont adaptées à nous, à notre manière de fonctionner, à notre manière de communiquer entre nous. Puis voilà. Ouais. Et je rajouterais que ça passe par valoriser, justement, cette manière de faire et se dire que elle nous est propre. Exactement. Ouais. Ok, c'était ma dernière question. Merci Candice, c'était vraiment top. Est-ce que tu as des projets ou des évolutions futures que tu aimerais partager à ton audience? La fameuse. C'est ça. Pas grand-chose. Là, je suis en train de préparer mon départ pour la Barbade. Je pars vers du total inconnu. C'est-à-dire que je sais pas du tout quelle rencontre je vais faire là-bas, comment ça va se passer. Je sais que ce sera plus ou moins dans un cadre scolaire, mais voilà, j'essaie de pas porter d'attente et juste de me laisser porter par la chose, par ce que je vais découvrir. Je pense quand même sortir le prochain zine bientôt, je l'ai déjà commencé, et si je peux spoiler, il traitera du cancan comme outil de changement social, enfin, se réapproprier le cancan pour le changement social, bref, J'en dis pas plus. Et voilà, je verrai quand je le sors, instinctivement, comme toujours. Ça marche. Et du coup, où est-ce qu'on peut se retrouver? Alors, on peut me retrouver sur Instagram, du coup, comme c'est le seul réseau social que j'ai. Donc, sous le pseudonyme de Mvoali, donc @MVOALI_. Super. Qui aimerais-tu entendre sur SOS Digital? En sachant que je compte du coup poursuivre les interviews de créateurs de contenu comme toi et Orlan et Célian. Il y a aussi une portion du podcast qui est dédiée au marketing dans d'autres industries. Donc, il y a déjà un épisode qui est sorti sur la mode. Et après, il y a les interviews d'experts du digital. Et il y a des épisodes en anglais pour comprendre le rapport des afro-descendants à l'anglais. Donc, il y a plein de personnes à proposer si t'en as une en tête. Alors, je vais proposer, je ne sais pas si elle est déjà passée, je vais proposer Kim Demani parce que... Deuxième fois que Kim est mentionnée. Ok. Parce que je l'ai eu personnellement comme mentor en tant que community manager pour Caribé Art et pour Très Créole. Et aussi, j'étais assistante de com avec elle, du coup, pour... le festival Nouveau Regard, et je sais qu'elle est très calée dessus, qu'elle fait des événements, enfin qu'elle travaille dans le milieu, donc je pense que ce serait vraiment quelqu'un de pertinent à entendre sur ce sujet. Entièrement d'accord avec toi, et c'est une raison de plus pour la contacter. Encore merci Candice. Toi qui nous écoutes, si à la suite de cet épisode, tu as une question, une interrogation, une objection, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Instagram @SOSDigital au pluriel. Et n'oublie pas, si tu as aimé, tu peux nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. À bientôt. À bientôt.